Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le président du Faso doublait les équipes et travaillait toute la nuit. C'est ainsi que l'on pourrait rattraper le retard consommé à Manga. La ville qui va accueillir tout le Burkina et ses amis le 11 décembre prochain est encore en chantier. Qu'à cela ne tienne, le chef du gouvernement est sûr de réceptionner les infrastructures avant les festivités du 58e anniversaire de l'indépendance. Comment se porte la PME dans l'UMOA à l'ère du numérique? À Bobo Dioulasso, la question guide les travaux du salon d'affaires, de l'innovation et de partage d'expériences. Les acteurs économiques ont en ligne de mire une performance certaine de leurs entreprises dans un monde en proie au bouleversement technologique. Elle est, sans conteste, l'une des actions les plus novatrices de Thomas Sankara. L'Institut des peuples noirs a été pensé et créé pour magnifier la contribution des Noirs à l'humanité. En hibernation depuis des années, l'IPN pourrait renaître tout en gardant son idée originelle. C'est en tout cas la conviction affichée du ministère de la Culture. Et puis, l'actualité ce soir, c'est aussi à Madagascar où la CENI continue d'annoncer les résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre dernier. Ceci donne les deux favoris du premier tour au coude à coude. Le bras de fer entre Marc Valomana et Andry Rajoelina se poursuit encore, cette fois dans les urnes. Bienvenue à tous. Cette année 2018 marque le centenaire de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. L'armistice signé le 11 novembre 1918, marquant la victoire des Alliés, sera commémoré en grande pompe à Paris. Plusieurs délégations et une soixantaine de chefs d'État prennent part à ce grand rendez-vous de l'histoire. Le point avec nos envoyés spéciaux en France, Ruth Bini-Ouattara et Moussa Ouedraogo. Arc de Triomphe, Paris. Les petits plats sont mis dans les grands pour un événement qui est incontestablement celui de l'année, le centenaire de l'armistice. Des centaines de personnes et médias sont mobilisés pour atteindre la réussite. La date du 11 novembre 1918 marque en effet la signature de l'armistice, acte marquant la fin de la Première Guerre mondiale et la défaite des Allemands. 4 années de violents combats qui ont enregistré environ 10 millions de morts militaires et à peu près 9 millions de morts civiles. Les chiffres sur les citoyens fournis par l'Afrique occidentale française ne sont pas exacts et varient d'une source à une autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moins 200 000 soldats africains ont servi sous le drapeau français. Au moins 30 000 ne sont pas revenus. Et pour leur rendre hommage à la faveur de ce centenaire, 2 monuments jumeaux ont été érigés, un à Reims dans la Marne, mais un autre à Bamako au Mali. Et ce n'est pas tout. Plusieurs chefs d'État africains ont été associés à cette commémoration, dont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ils sont d'ailleurs plus d'une soixantaine de chefs d'État de la planète invités à la cérémonie officielle prévue pour ce 11 novembre au matin. Elle sera marquée par le discours du président français précédé d'un cérémonial militaire et culturel. Plus tard dans l'après-midi, les chefs d'État marqueront de leur présence l'ouverture du forum sur la paix. Là également sont attendues les adresses de la chancelière allemande Angela Merkel et du président Emmanuel Macron. Le président du Faso donnera une communication au cours du panel sur le rôle du multilatéralisme dans la promotion de la paix dans le monde. Et puis notre commémoration est en préparation au Burkina. Vous le savez, c'est à Manga, dans la région du centre-sud, que sera effectué le clou de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. La ville est toujours en chantier. Certaines infrastructures présentent un bien meilleur aspect que d'autres. Le chef du gouvernement reste confiant, non sans préconiser quelques mesures urgentes. On en sait plus avec Alidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. À un mois de la célébration du 11 décembre, les travaux sont toujours en cours pour la construction de la salle polyvalente de Manga. Le gros du travail est fait selon les autorités, mais on peut constater qu'il manque le toit ainsi que plein de travaux de finition. Même constat du Premier ministre au niveau de la voirie du centre-ville. On s'active à raffermir les couches avant de commencer à poser le bitume, comme ici sur la future aire du défilé. Il n'y a pas de raison que le 11 décembre
n'ait pas lieu. Globalement, ce que j'ai vu est rassurant. Du point de vue en tout cas des délais d'exécution de différents chantiers. De la cité des forces vives à la place de la nation de Manga, en passant par le stade régional et la voirie, Paul Kabatieba dit avoir enregistré des taux d'exécution qui fluctuent entre 17 et 82%. J'ai constaté que la place de la nation est quasiment bouclée, puisqu'ils sont en train maintenant de mettre, de paver la place. Au niveau de la cité, le taux de finition sera au rendez-vous à la date convenue du 11 décembre. Et pour respecter cet engagement et aussi celui de la salle polyvalente et de la voirie, le Premier ministre dit avoir donné des instructions à l'entreprise et également à la société chargée du contrôle de prendre toutes les dispositions pour non seulement renforcer les équipes qui travaillent sur le terrain, mais également renforcer le contrôle technique, de manière à ce que l'entreprise puisse déployer plus d'effectifs, qui puissent travailler jour et nuit. À la suite de ces instructions, Paul Kabatieba promet de revenir d'ici la fin du mois de novembre pour constater les avancements. Le Ashkroun s'inspire des institutions sœurs africaines. C'est ainsi que son président et l'ancien président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo ont rendu public une séance de travail effectuée à Ouagadougou. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale dit avoir tiré leçon de l'expérience togolaise, lesquelles réponse avec Koson Koulibaly et Vincent Kiarobogo. Après une rencontre de partage d'expériences en matière de réconciliation nationale avec l'ancien président de l'institution homologue au Togo, le président du Ashkroun, Léandre Bassolé, en tire quelques enseignements. Similitudes au plan culturel, mais les contextes ayant conduit aux situations de crise sont différents et il faut en tenir compte. Comment est-ce que nous pouvons, sur la base d'expériences déjà vécues, appliquer notre propre vision, l'adapter à notre réalité. Ayant pris connaissance du cas burkinabé, celui qui a présidé la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Togo fait quelques recommandations. Lorsqu'on a une mission aussi importante et aussi lourde que celle de la réconciliation, on peut se sentir un peu dépassé et un peu perdu. Ce qui fait la force d'une commission, c'est la cohésion interne entre les membres. J'ai insisté ou j'insisterai également sur la communication, présenter des rapports d'étape pour situer l'opinion par rapport à ce qui se fait. Réconcilier les Burkinabés de tous bords, la mission s'avère difficile, mais le Ashkroun croit en ses chances de la réussir. La justice transitionnelle, c'est ce que met en avant le Ashkroun comme moyen de parvenir à une véritable réconciliation au Burkina Faso. Elles auront leur mot à dire dans cette mission du Ashkroun, certainement. Elles sont 35 à former le réseau des femmes leaders en médiation et dialogue social. Le plaidoyer, le renseignement et l'alerte précoce sont préconisés par ces leaders issus de divers domaines afin de venir à bout de l'insécurité et de l'extrémisme violent. On en sait plus sur ce réseau avec Nong Bakuda et Draman Guéné. Elles sont les pionnières, le noyau dur des femmes leaders médiatrices pour la paix. Le réseau des 35 médiatrices est né à Ouagadougou, mais avec une portée internationale, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Sa mission, plaider, renseigner et lancer l'alerte précoce contre l'insécurité et l'extrémisme violent en Afrique. Au niveau macro, les chefs d'État sont en train de faire des efforts. Mais concomitamment, il faut qu'on fasse quelque chose à la base. C'est notre modeste contribution d'avoir des femmes qui sont d'accord de laisser tomber toutes les couleurs qu'elles ont pour aller avec un seul mot, la paix. C'est pour ça que nous avons pris l'engagement de former des femmes pétries en matière de dialogue social, de gestion des conflits et en médiation pour pouvoir, depuis la cellule, au niveau communautaire, au niveau national, mais au niveau régional et sous-régional comme international, être là quand on les interpelle pour pouvoir œuvrer à la paix, contribuer à la paix, bâtir la cohésion sociale. L'ambition est grande, mais les médiatrices se donnent les moyens pour la réussir. La diversité de leur provenance est un atout, leur engagement
et la formation reçue aussi. Nous sommes des femmes, nous sommes d'abord protectrices et c'est plus facile pour nous de protéger les personnes vulnérables. Appuyés par les autorités gouvernementales, appuyés par les missions diplomatiques, il y a de l'espoir. Le grand chantier de l'heure, c'est la démultiplication de la formation jusqu'au niveau communautaire. À l'international, elles envisagent former et impliquer des femmes de la sous-région dans la lutte pour la paix. Elles aussi sont aguerries et surtout déterminées à ne tolérer aucune mutilation génitale féminine et aucun mariage d'enfants sur le territoire national. Les actrices du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer et leurs partenaires sensibilisent les élus locaux sur leur lutte. Le plateau central est la première zone concernée par cette campagne de sensibilisation sur les pratiques traditionnelles néfastes. Et ce choix de région n'est pas fortuit, nous disent Adama Guiti et Salissa Sanfo. Les élus locaux du plateau central reçoivent ici des enseignements du groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer gallo sur les pratiques traditionnelles néfastes. Ce groupe d'action rêve d'une enfance heureuse pour toutes les fillettes du Burkina Faso. Une enfance où les supplices et les cris de jeunes filles, victimes d'excision, ne se font plus entendre. Une enfance où l'innocence et le rêve ne font pas place à des projets de mariage. Et pour réaliser ce rêve, le gallo veut s'appuyer sur ses conseillers municipaux et régionaux. En tant qu'élus locaux, vous êtes les représentants des populations. Nous voulons que vous soyez nos relais pour sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent totalement et sans réserve à l'élimination de ces pratiques dans notre pays. Tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Le gallo promet, il tapera à toutes les portes, car malgré les décennies de lutte et les efforts conjugués, le bout du tunnel semble encore loin. Les mutilations génitales féminines, malgré les efforts de la communauté internationale, reste malheureusement une triste réalité dans 29 pays africains quant au mariage d'enfants. La situation n'est guère reluisante en Afrique. Notre pays occupe le 5e rang mondial avec une prévalence de 52% de filles mariées avant 18 ans. Après le plateau central, ce sont les élus locaux des 4 autres régions à forte prévalence que sont la Boukou du Mouhoun, le centre-nord, le centre-ouest et l'est qui recevront la mission du gallo. Dans la suite de ce journal, nous parlons de coopération transfrontalière. Pour que l'intégration sous-régionale voulue par les politiques prenne forme, cette coopération doit être pensée. C'est ainsi qu'un cadre de dialogue a été institué par les administrateurs de Kouri au Mali et de Faramana au Burkina. Ces localités partagent bien plus qu'une frontière. Drissa Traoré, Karim Sissé. Des autorités administratives de la République du Mali et du Burkina Faso sont en conclave ici à Faramana, au pays des hommes intègres. Une rencontre initiée par le haut-commissaire de la province de Oué en vue de renforcer davantage la coopération transfrontalière entre ces deux pays. Nous constituons une frontière au niveau de Faramana ici. Nous avons vu que les échanges entre les autorités frontalières n'étaient pas assez fréquents. Cela est certainement dû au fait qu'il n'y a pas un cadre d'échange. Et c'est pourquoi nous avons contacté notre collègue de Yorosso pour que nous puissions réunir ces collectivités, échanger avec eux autour de nos difficultés communes. Les relations entre le Burkina Faso et le Mali sont au beau fixe. Malgré tout, il est important, selon les participants, de travailler à promouvoir la fraternité et l'amitié. Il va de soi vraiment qu'on s'assoit sur la table pour en parler vraiment des voies et moyens pour juguler certains problèmes vraiment de l'air, pour la libre circulation des personnes et des biens, et aussi gérer certains problèmes liés vraiment à la gestion des ressources naturelles que nous partageons vraiment en commun. Cette rencontre est prévue pour se tenir une journée durant. Les conclusions qui y sortiront seront portées à la connaissance des premiers responsables des deux pays, a laissé entendre le haut-commissaire du OUI.
toute chose qui permettra de consolider l'intégration des peuples. La synergie des actions est aussi prônée dans un tout autre registre, la préservation d'une réserve naturelle à cheval entre 3 pays. Le Burkina, le Niger et le Bénin ont ainsi lancé un programme baptisé Gestion intégrée du complexe transfrontalier W. Arli Pendjari. Le projet est soutenu par l'Union européenne et la coopération allemande qui ont assisté à la signature d'un protocole d'accord. On fait le point avec Pawadrogo Jean Zongo et Éléonore Ouedraogo. Pour une gestion harmonisée des aires protégées du complexe W. Arli Pendjari, le Burkina Faso, le Bénin et le Niger se mettent ensemble pour accompagner le programme Gestion intégrée du complexe transfrontalier W. Arli Pendjari. Avec la signature d'un accord tripartite, chaque pays s'engage à promouvoir une coopération fondée sur la solidarité coordonnée et concertée pour une gestion durable du complexe. Cette gestion intégrée entre les 3 pays permettra aux 3 pays non seulement de partager toutes les informations nécessaires en vue d'une meilleure sécurisation du complexe, mais également pour conserver cette richesse naturelle, aussi bien pour les générations présentes et les générations futures. Site du patrimoine de l'UNESCO, le complexe W. Arli Pendjari couvre une superficie d'environ 30 000 km². Il est situé à cheval entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. C'est la surveillance, c'est la lutte contre le braconnage, c'est la lutte contre le pâturage excessif, c'est la lutte contre l'exploitation de toutes les ressources de façon illégale. Et en même temps, il va se faire à travers le renforcement de la capacité des différents services et agents qui interviennent dans la gestion de ce complexe. Il s'agit vraiment de faire de cette richesse animalière et faunistique un levier de développement qui permet d'entraîner tous les secteurs de l'économie et surtout d'aller vers un développement effectif, une amélioration du cadre de vie des populations. Le programme de gestion intégrée du complexe lancé ce jour vise concrètement la préservation des espèces, la mise en valeur du patrimoine et la création de richesses pour les communautés. On en vient à ce salon d'affaires de l'innovation et de partage d'expériences. Il se tient dans la capitale économique sous l'égide de l'UMOA. L'Union monétaire veut rendre plus performant le secteur des PME. Le numérique ne se présente pas comme un frein, mais plutôt comme un atout économique donc à saisir. Mané Kayen, Ali Traoré nous font le point. Et de 4 pour le salon d'affaires de l'innovation et de partage d'expériences des PME de l'UMOA. C'est une tribune pour ces structures de valoriser leur potentialité et de s'offrir de nouvelles opportunités. Ce salon, qui réunit des milliers d'acteurs économiques, a pour ambition de booster le secteur de l'économie dans cet espace UMOA. Donc en créant ce cadre d'échange et de partage, il était évident que les PME et les banques cherchent un partenariat gagnant-gagnant. Par ailleurs, c'est aussi le lieu d'accompagner tous les efforts qui sont faits au plan national, au plan régional, pour que les stratégies qui sont développées pour accompagner les PME puissent aussi nous permettre d'atteindre nos propres objectifs. 80% donc, de nos entreprises sont des PME dans l'espace UMOA. Et lorsque vous avez un événement pareil, qui regroupe en un seul lieu les PME, les structures de financement et aussi des experts qui traitent des problématiques liées au financement donc, des PME, je pense que c'est un lieu où on doit y être. C'est un lieu où on doit apporter la contribution et le soutien nécessaire. C'est un lieu où les politiques et aussi les structures d'appui au secteur privé doivent se mobiliser. Ce salon se tient dans un contexte marqué par le développement technologique. Et pour aider les différents acteurs à être en phase avec ce talent de changement, la réflexion pour cette 4e édition est portée sur la PME dans l'UMOA à l'ère du numérique. On pense que le numérique doit être à la base de la 4e révolution industrielle. Et les pays de l'UMOA, et particulièrement le Burkina Faso, ils ne pourront pas rater le coche de cette révolution. En visitant les stands, le ministre a par ailleurs exhorté les décideurs à accompagner les promoteurs pour permettre à l'espace UMOA de voir les beaux jours. Le CNPI.
Dans cette quête de l'excellence et afin de rester compétitifs, les entrepreneurs sont aussi invités à se pencher sur la normalisation. C'est une démarche plus que nécessaire pour des entreprises qui visent à exporter leur savoir-faire. Eh bien, l'ABNORM, l'agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité, s'engage à les accompagner. De Waïgouya, elle donne des informations recueillies pour nous par Issaka Kabouri. L'agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité ABNORM face aux jeunes et femmes entrepreneurs de la région du Nord. Au cœur des échanges, la normalisation et ses enjeux. Et pour les responsables de l'ABNORM, la normalisation est le socle de la qualité des produits et services offerts aux consommateurs. Les normes permettent aux producteurs d'améliorer la compétitivité de leurs produits. La norme vise à protéger la santé du consommateur. La norme aide l'État à assainir le marché, à faire face à des concurrences déloyales. Cet atelier a permis aux participants de s'informer sur l'élaboration et la diffusion des normes au Burkina Faso. Pour ces entrepreneurs, l'application des normes va leur permettre de révolutionner leurs entreprises. Depuis, on nous parlait de la normalisation, la certification de nos produits, mais jusque-là, on ne savait même pas où aller s'adresser pour avoir les informations surtout. Cette activité de l'ABNORM entre dans le cadre de la commémoration de la 49e journée mondiale de la normalisation. Elle est placée sous le thème « Les normes internationales et la 4e révolution industrielle ». L'éducation nationale n'est pas en reste lorsqu'il s'agit d'évaluer sa qualité. Le département en est conscient et c'est justement cette qualité qui est mise en avant dans une convention sur le financement des plans d'amélioration scolaire. Une autre convention a été signée par le MENA qui offre à 1000 élèves issus de ménages précaires la chance de poursuivre sereinement leurs études. Amadou Ilboudo et Kadi Sanogo pour les détails. La première signature de convention entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et 5 directions régionales des enseignements postprimaires et secondaires concerne les plans d'amélioration scolaire PASS. Ces plans reposent sur la mise en place des comités de gestion des établissements scolaires COGES. Quant à la deuxième convention, il s'agit des subventions sous forme de chèques accordées à 1000 élèves méritants issus de ménages pauvres des 5 régions les plus pauvres du Burkina, à savoir les régions de l'Est, du Nord, du Sud-Ouest, du plateau central et du centre-Est. Le coût total de ces 2 subventions est estimé à 1,2 milliard de francs CFA. Ces élèves-là sont répartis en 2 groupes, 490 pour le post-primaire, c'est-à-dire 6e en 3e, et 510 pour le secondaire, et ils bénéficient donc de ce fait-là, donc d'une bourse de 100 000 francs CFA qui va leur permettre de pouvoir donc prendre en charge l'acquisition de leur tenue scolaire, des fournitures, de leur scolarité et pour certains même l'acquisition de vélos. Les 2 conventions de financement qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation ont été bien accueillis par les bénéficiaires. Nous avons rassuré Monsieur le ministre que ces fonds seront gérés avec beaucoup de rigueur, avec transparence et surtout beaucoup de rationalité. Ces 2 conventions ont été financées par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. En tournée dans la région de l'Est, le chef d'état-major général des armées et ses collaborateurs ont rendu visite aux autorités administratives et coutumières. Une démarche pour rassurer, mais aussi pour s'assurer de l'accompagnement de tous dans la lutte contre le terrorisme. Urbain Benito Somé et Oumar Zombré pour le reportage. Le terrorisme ne sera pas vaincu seulement que par les armes. Il faut un accompagnement de toutes les composantes de la nation. Et en effectuant le déplacement ici, au palais du roi Koulmou, Koupiendjeli, la hiérarchie militaire est venue chercher le soutien des autorités coutumières. Reçu par les ministres du roi, le général de brigade Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées et ses collaborateurs ont rappelé aux coutumiers leur rôle dans le combat contre l'ignorance et le fanatisme. On ne pouvait pas venir à Fada sans venir les remercier, sans venir aussi
leur demander conseil et dire aussi tout l'accompagnement dont nous avons besoin de leur part. Pour le représentant du roi, toute la communauté est mobilisée et soutient l'armée dans ce combat. Tous les chefs coutumiers sont au courant de ce qui se passe. Nous les avons tous réunis. Les communautés en place qui sont des leaders d'opinion sont au courant. Les sensibilisations se mènent au quotidien. Et le comportement aussi de la communauté doit changer à l'égard de ce qui nous arrive aujourd'hui. Avant cette visite au palais du roi, la hiérarchie militaire s'est entretenue avec les autorités administratives de la région de l'Est. Pour le représentant du gouverneur, des dispositions sont prises par le gouvernement pour sécuriser la zone. Je voudrais aussi rassurer l'ensemble des fonctionnaires de la région de l'Est que tout est en train d'être mis en œuvre pour que chacun puisse accomplir ses tâches quotidiennes dans la sécurité. Le chef d'état-major et ses collaborateurs ont aussi effectué une visite de courtoisie au directeur régional de la police. Une visite qui vient renforcer davantage la collaboration entre forces de défense et de sécurité. Je vous le disais en titre, le ministre en charge de la culture lance un projet de relance de l'Institut des peuples noirs. L'idée du président Thomas Sankara, tombé dans l'oubli il y a quelques années, mérite d'être rétablie au moment où la jeunesse africaine est en pleine crise identitaire. D'ores et déjà, un comité est mis en place. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Sawadogo nous en parle. L'Institut des peuples noirs, IPN, doit renaître. C'est la conviction du ministre de la Culture et du Tourisme. Il doit renaître, mais dans un format qui lui permet de jouer véritablement son rôle. Le continent africain, le Burkina, de façon particulière, est confronté à un véritable problème de crise d'identité, d'identité culturelle. Nos jeunes ont un véritable problème de repère culturel. J'ai estimé que l'IPN, si on arrivait à le ressusciter, pourrait servir de cadre pour une meilleure valorisation au plan intellectuel, au plan des idées de la culture africaine. C'est pour ça que j'ai tenu à rencontrer ces aînés. De leur âge, ils ont la ferme conviction que c'est une idée qui peut apporter beaucoup au Burkina, mais au-delà du Burkina, à l'Afrique, on va même dire, c'est une idée qui peut apporter beaucoup au monde. D'ores et déjà, le projet est en réflexion. Un comité restreint sera mis en place pour préparer sa mise en œuvre. Pour Karim Sango, il sera question de réadapter les objectifs de l'IPN au contexte du moment. En rappel, l'Institut des peuples noirs avait été créé par le président Thomas Sankara, dont les jalons ont été jetés le 21 avril 1986 à Ouagadougou en la faveur d'un symposium international. Son objectif était de créer un cadre où tous les Noirs d'Afrique et de la diaspora, et même les non-noirs, pouvaient venir se ressourcer. L'histoire de l'Afrique à travers un festival, le WOMAF, poursuit son pari lancé il y a 2 ans au Maroc. Le Festival international des musiques du monde et des arts plastiques s'est déporté cette année à Zoula, dans le Sanguier, région du centre-ouest. Pour nos reporters Paul-David Bambara et Maxime Zongo, c'est toute l'Afrique qui se retrouve dans cette localité du Burkina. Suivez. Créée pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel de l'Afrique, l'initiative, selon ses promoteurs, contribuait au rayonnement international de la culture du continent, en favorisant l'expression des diversités artistiques. En Afrique, nous avons une diversité, une belle et riche culture que nous devons montrer au monde entier. Et aujourd'hui, dans ce climat délétère mondial, la culture, c'est quelque chose qui unit les hommes. Ça brise les barrières, ça permet de connaître l'autre. Donc c'est vraiment de valoriser notre riche patrimoine culturel. Après Tanger au Maroc en 2016, Dakar au Sénégal en 2017, cette année, c'est le Burkina qui a l'honneur d'accueillir la manifestation. 3 jours de spectacles et de bien d'autres activités artistiques et culturelles. Le choix de Ouagadougou a été porté par les organisateurs dans la mesure où c'est une ville qui est capitale au niveau de la culture de tout le continent.
pour mieux se connaître, pour mieux construire quelque chose ensemble, on doit se connaître davantage. Et quel autre moyen y a-t-il que la culture? Au programme, une vingtaine de concerts gratuits avec particulièrement à l'affiche des artistes venus du Maroc, du Cameroun et du Burkina. Autre grande attraction, des conférences thématiques qui portent sur la culture en Afrique. Des expositions d'art plastique, des défilés de mode et une soirée d'hommage à des hommes de culture de grand renom. Un événement culturel qui se tient donc dans la capitale burkinabé. Nous prenons tout de suite la direction de Madagascar, où l'Union européenne se satisfait de l'élection présidentielle du 7 novembre dernier. Quelques dysfonctionnements sont tout de même à noter, mais ne peuvent entacher l'ensemble du scrutin. Pour l'heure, la commission électorale indépendante annonce des résultats partiels qui présagent un second tour entre les éternels rivaux de l'île. Satisfait de l'Union européenne, 2 jours après la fin du vote pour le premier tour de la présidentielle à Madagascar, alors que l'ancien président Eri Rajoelinarimampianina dénonce de nombreuses irrégularités, les observateurs européens estiment qu'elles étaient marginales. Pour eux, l'élection est crédible. Ce que nous avons constaté comme difficultés et anomalies, c'est des questions plutôt d'ordre logistique, c'est des questions liées à l'organisation qui n'ont pas eu d'impact sur la crédibilité des élections. C'est ça la conclusion fondamentale. Par contre, les observateurs européens ont tenu à signaler d'importants dysfonctionnements lors de la campagne électorale. La campagne électorale, c'est un autre constat que nous avons fait, a été marquée par l'absence de plafonnement des dépenses de campagne, et cela, comme je l'ai déjà dit au début, a entraîné des disparités de moyens financiers qui ont été visibles entre les 3 derniers ex-présidents et les autres candidats. Maintenant, permettez-moi de... Les résultats très provisoires publiés vendredi par la commission électorale donnent Andry Rajoelina en tête, talonné de près par Marc Ravalomanana. Son nom tranche bien avec la réalité. La ville Paradise est en proie à de violents incendies qui embrasent toute la Californie. Les années se suivent et se ressemblent sur la côte ouest des États-Unis. Déclenchés depuis jeudi dernier, les incendies ont causé la mort de 9 personnes et fait d'importants dégâts matériels. La Californie n'en finit plus de s'embraser. Et 2 jours après le début des incendies, les vidéos de conducteurs apeurés fuyant les flammes sont légion. Dans le nord de la Californie, au moins 9 personnes sont mortes, dont 5 piégées dans leur voiture. La ville de Paradise, qui porte désormais bien mal son nom, a presque entièrement été ravagée par les flammes. Près de 7000 maisons et commerces sont partis en fumée. J'ai eu des brûlures sur le front qui commencent à faire des cloques et des brûlures à la main en essayant de sauver le chat et quelques photos. Mais je n'ai pu sauver ni le chat ni les photos. Dans cette zone, le feu attisé par la sécheresse et les vents violents a dévasté près de 36 000 hectares. Beaucoup de fumée, il y avait énormément de fumée. Il faisait si sombre qu'il fallait des phares et même comme ça on n'y voyait rien. Dans ma rue, il y avait environ 22 maisons et il n'en reste que 2. Le feu passait d'une maison à l'autre et à la suivante jusqu'à ce qu'elles soient presque toutes consumées. Au sud de la Californie, un autre incendie a réduit en cendres près de 15 000 hectares et 75 000 résidences ont dû être évacuées, notamment dans les villes cossues de Malibu et Calabasas, où résident de nombreuses célébrités. Depuis fin 2017, la Californie est durement touchée par des incendies à répétition. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.